Si 40% des Français arrivent à avoir des idées d'extrême droite, celui qui gouvernera après, même s'il n'est pas de l'extrême droite, prendra en compte le discours de l'extrême droite. Donc, qu'on ne soit pas étonné que celui qui vient au pouvoir, si nous, on ne montre pas le poids politique que nous représentons, si on ne montre pas qu'on se manifeste, on va voir, par exemple, première chose, c'est que ceux qui attendent la régularisation de leurs papiers, on va voir des longues listes au niveau des préfectures et on va délivrer les cartes de séjour à compte-gouttes. À compte-gouttes, actuellement, on fait toute une nuit la queue pour être reçu. Et ça, c'est les conséquences d'une politique contre l'immigration. Et nous, les Africains, nous devons être solidaires avec le peuple africain. En tout cas, nous, les Franco-Africains qui sont ici. Et donc, moi, je suis solidaire avec les Africains francophones de la diaspora. Je trouve qu'en France, tous les Africains de la diaspora francophone devaient avoir un traitement privilégié quand ils viennent en France. Nous parlons en français en Afrique. Le français vit grâce à l'Afrique. Et comment se fait-il qu'on refuse des visas à des étudiants africains qui soient d'origine du Sénégal ou du Cameroun et on fait passer d'autres pays. Les pays francophones devraient être prioritaires pour venir en France. Bonjour, monsieur Saliou Diallo. Vous êtes un ancien maire d'Évry-la-Cour-Couronne, ancien adjoint au maire de monsieur Manuel Valls. Vous êtes aussi un ancien socialiste. Depuis un certain temps, vous êtes en pleine campagne de sensibilisation et de conscientisation contre ce que vous appelez par les violences verbales. On en parle aujourd'hui sur ce plateau et donc bienvenue parmi nous. Je vous remercie. Je vous remercie de cette invitation. Je voudrais rajouter que je suis aussi président d'une association qui réunit des élus de la diaspora pratiquement africaine qui s'appelle Équité et donc fondateur du mouvement Devoir citoyen 2022 pour lutter contre les propos, les violences verbaux que utilisent certains candidats de l'extrême droite, particulièrement Éric Zemmour et Marine Le Pen et Ciotti. Merci. Bienvenue à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois sur Téléart TV. Je suis Christian Perrin. Monsieur Saliou Diallo, depuis quelque temps, vous êtes en pleine campagne de sensibilisation et de conscientisation de la communauté franco-africaine contre les violences verbales entretenues par certains candidats de l'extrême droite française. Dans un premier temps, pouvez-vous nous circonscrire, nous dire exactement ce que vous qualifiez de violence verbale? Dans ce temps présent, la violence verbale, c'est quand on cible des communautés ou une partie des citoyens français. Il y a quelques années, avant sa candidature, Éric Zemmour ciblait les Africains qui avaient un nom différent, qui n'étaient pas d'origine judéo-chrétienne. Ça a été l'exemple de Absatoussi, dans une émission célèbre. Zemmour lui a reproché son prénom, en disant que qu'il n'était pas intégré. Moi, j'ai été plus de 2 mandats au service des Français. J'ai gardé mon prénom Saliou. C'est un prénom qui est français à partir du moment où je suis français. On ne peut pas dire que je n'ai pas été intégré parce que je n'ai pas le prénom qu'il fallait. Et dans d'autres pays, je donne l'exemple des États-Unis, Hussein Barack Obama est devenu président de la République. Ce qui veut dire que pour Zemmour, Barack Obama n'aurait jamais pu être président en France à cause de son nom de famille, à cause de son prénom. Donc voilà, c'est là que ça a commencé. Et actuellement, on est bien rentré en campagne, c'est sur le programme que ça continue. Le premier
la première chose, c'est parler de la déchéance de nationalité. Ça veut dire que même si on a la nationalité française, avec Éric Zemmour, on peut la perdre si on a une double nationalité, parce qu'on a commis un délit. Ça veut dire que si même quand on est né en France, on peut perdre ça. Même quand on est né en France, à partir du moment où on a une double nationalité et qu'on commet un délit, on peut perdre sa nationalité française et renvoyer dans le pays d'origine des parents, le plus souvent. Donc, et quand le même délit est commis par un Français, lui, il reste sur place. C'est-à-dire que la déchéance de la nationalité concerne ceux qui ont une double nationalité. Donc, si les parents, à la naissance de leurs enfants ici en France, décident de leur donner la nationalité d'origine, si cet enfant commet un délit pendant son adolescence, malgré que ses parents sont en France, ses frères et sœurs sont en France, ils ne connaissent que la France, il peut être envoyé dans son pays. Voilà, c'est le programme Mais en fait, pendant qu'on parle de cette question, est-ce que cela est aussi valable pour les autres communautés, puisque là, apparemment, c'est ce que moi j'ai semblé comprendre. Je peux me tromper, mais je crois que ça doit être cela. C'est beaucoup plus dirigé vers la communauté de couleur, qu'on appelle bien les Noirs africains. Est-ce que c'est valable pour d'autres communautés aussi qu'ils peuvent perdre, bien entendu, cette nationalité? Bien sûr, si c'est une loi, le cadre est large, mais il y en a dans ce cadre large des gens qui sont ciblés. Voilà. On ne va pas cibler des nationalités européennes parce qu'on ne peut pas. Donc, on ne pourra pas renvoyer quelqu'un qui a une nationalité portugaise ou espagnole parce que le cadre européen les permet de rentrer en France à tout moment. Alors, donc c'est une action, si j'ai bien compris, c'est une action dirigée spécialement contre les Africains. Voilà, non, en particulier, mais en général, c'est contre tous ceux qui ne sont pas européens. Et en particulier, les Africains. Quand je parle d'Africains, ce sont les d'Afrique subsaharienne et les Maghrébins. C'est ceux qui sont visés en premier. Voilà. Et donc, la question de la déchéance de nationalité, moi, quand on a parlé de déchéance de nationalité, à l'époque, on s'est tous révoltés. En France, la déchéance de nationalité nous le rappelle, nous les Noirs, à l'esclavage. Parce qu'il faut vous rappeler une chose, c'est que la déchéance de nationalité, à partir du moment où Napoléon a refusé, a remis en place l'esclavage, je crois que c'est en 1802, si je ne me trompe, et de ce fait, on nous a retiré la nationalité, les Antillais à l'époque, à cause d'une loi. Donc, nous l'avons vécu déjà dans notre sang, nous avons cette expérience. Dans d'autres pays de la déchéance de nationalité, c'est aussi l'Allemagne nazie qui a fait une déchéance de nationalité à des citoyens issus des minorités et même à des juifs. Ça a été le passé dans l'histoire européenne. Et maintenant, s'il y a si Éric Zemmour passe avec ses idées ou d'autres, hein, le Front National, on risque d'avoir ces lois. Et il ne faut pas attendre à ce moment-là pour réagir. C'est dès maintenant qu'il faut réagir. Donc, c'est l'une des conséquences les plus graves pour nous et nous nous sentons visés. Ensuite, les lois sur l'immigration et les décisions contre les étudiants africains qui viennent ici. Vous savez, on a multiplié par 20 pratiquement les droits d'inscription à l'université pour les étudiants francophones africains, bien que francophones. Je peux vous dire qu'une fois que ceux-là auront le pouvoir, on va multiplier encore par 50. Ce qui veut dire que les étudiants n'auront plus la possibilité, les étudiants africains francophones particulièrement, parce que c'est ceux-là qui m'intéressent, n'auront plus la possibilité de s'installer. Donc, il y a mais qu'est-ce que, monsieur Saliou Diallo, oui. Qu'est-ce qui peut justifier cette exclusion, notamment au niveau de la France? Parce que le discours politique, depuis quelques années,
est tiré par l'extrême droite. L'immigration n'est pas une priorité en France, mais le discours de l'extrême droite est devenu une priorité. Donc, tous les autres partis ont suivi l'extrême droite sur ce discours. On ne parle plus de la précarité, on ne parle plus des difficultés que rencontrent les Français, on ne parle plus le fait que l'essence a été multipliée par 2, par exemple, le coût de la vie est multiplié par 2. On ne parle plus de ces questions qui sont prioritaires. On est focalisé sur l'immigration et à travers le discours de l'immigration, on est focalisé sur une partie de la population française, des citoyens français ou ceux qui ont vocation à devenir français. Ça veut dire que oui, mais la raison, c'est quoi? La raison évoquée, c'est quoi derrière? Pourquoi on s'acharne comme ça contre les Africains? Parce qu'ils font quoi? Ils gêneraient qui en France? En fait, c'est le discours politique qui permet d'avoir des voix. Le total de l'extrême droite dépasse 30%. Donc, c'est sur le discours. Mais les discours amènent des actes. Ça veut dire qu'en politique, les gens écoutent le discours, même si ce n'est pas dans la réalité. Parfois, par exemple, le discours de Zemmour, il y a beaucoup de mensonges. C'est prouvé que ce sont des mensonges. Mais si ces mensonges permettent d'avoir des voix, ils ne vont pas se gêner. Ils ne vont pas se gêner. Parler de grand remplacement en France, qui a un risque. Il n'y a pas de risque de grand remplacement en France. Le grand remplacement, ce serait qu'une population africaine va remplacer la population française blanche. C'est un fantasme, mais ça marche. Alors qu'on sait que la population française a besoin d'un apport de population, jeunes de surpoids, intellectuels de surpoids, mais non. On sait que la réalité, les besoins de la France ne correspondent pas avec le discours du Front National. Le discours du Front National, c'est de faire peur. C'est de faire peur aux Français pour avoir des voix. Et pour faire peur, le bouc émissaire, c'est nous, les Franco-Africains. Et aussi l'immigration africaine. C'est un bouc émissaire, mais ce n'est pas la réalité économique ou sociale et politique qui fait ça. C'est juste pour être un bouc émissaire pour gagner les élections. Si le discours il est fait pour faire peur, comme vous le dites, c'est une chose, mais tout comme ils peuvent aussi alimenter ces petits groupes, des racistes bien entendu, et qui peuvent passer à l'acte. Alors là, vous nous avez parlé du changement de nom. Par exemple, c'est le discours de Zemmour. Il faut changer de nom pour prétendre intégrer ou devenir un vrai Français. C'est ce qu'on veut nous dire. Et je sais que c'est une violence, mais il faut dire que c'est aussi probablement un crime, parce que dans 2 matins, sinon plus tard, on demandera à certaines communautés, notamment de couleur, de changer de couleur de peau pour devenir français. Mais vous, pendant que vous lancez, vous êtes en train de mener votre campagne, je voulais aussi comprendre comment vous le faites, comment vous vous y prenez d'ailleurs pour tenter de mettre quand même fin à cet élan qui augure bien sûr des lendemains, mais très dangereux. Comment vous y prenez? Nous avons alerté d'abord les élus originaires de la diaspora africaine. Ensuite, il faudra alerter les têtes de réseau, les leaders d'opinion, la presse. Malheureusement, les Africains n'ont pas une grande surface médiatique. C'est ça le problème. Ça veut dire que quand on fait quelque chose, on n'a pas où alerter, on n'est pas invité. Donc, il y a que vous qui maintenez l'information pour ces communautés. Sinon, voilà. Ce qui les intéresse, c'est plutôt écouter les people quand on parle de musique, quand on parle de football, quand on parle de tout ce qui est animation. Là, on voit les Africains. Mais monsieur Saliou Diallo, est-ce que ce n'est pas non plus le moment de s'organiser pour créer aussi des médias, par exemple, qui pourront être animés par vos hommes pour bien sensibiliser et mener le combat? Pas bien. Absolument. Mais c'est ce que nous faisons déjà. C'est pour ça que je suis là. Il faudrait que d'abord qu'on change de regard. Nous, les Franco-Africains qui sommes ici, qu'on se regarde nous-mêmes, on regarde nos propres. Voilà. On est toujours à suivre l'actualité.
Aujourd'hui, les Africains, les Franco-Africains sont beaucoup plus intéressés sur ce qui se passe en Ukraine. Les étudiants africains qui sont brimés en Ukraine, mais ils ne savent pas ce que ça peut leur arriver très bientôt. Donc, on suit les médias et on s'intéresse à ce qui se passe ailleurs. On n'a qu'à changer de regard et regarder notre situation. Socialement, nous faisons partie de la catégorie sociale la plus soumise, la plus dominée, la plus en difficulté. Nous habitons dans les quartiers les plus en difficulté. Nous subissons chez les cadres, chez nous, le plafond de verre. Parmi les 100 sociétés françaises, les 100 premières sociétés françaises, je ne parle pas du CAC 40, mais je vais au-delà, les 100 premières grandes sociétés françaises, il n'y a pas un seul Africain qui est PDG. Pourtant, on a fait des études, on sort des grandes écoles. Et pourquoi passer notre temps dans l'information, à nous focaliser pour ce qui se passe ailleurs? Focalisons-nous. Moi, je veux bien, avant de commencer à parler des Africains, parlons des Africains qui ont fait des grandes études. Où sont-ils? Qui nous disent quel est leur parcours. Est-ce qu'ils subissent le plafond de verre ou pas? Monsieur Saliou Diallo, lorsque vous parlez des violences, des violences verbales faites à l'endroit des communautés africaines, j'allais dire des Africains ou des Franco-Africains, de quel type de Franco-Africains faites-vous allusion? Est-ce ceux qui ont acquis ce statut par naturalisation ou bien ceux qui sont nés sur place? Les deux, ceux qui sont français. Je ne fais pas de différence entre ceux qui sont naturalisés ou ceux qui ont acquis la nationalité ou ceux qui ont réintégré la nationalité, ce qui est mon cas. Je parle de tous ces Français et de ceux qui ont vocation à être Français. Ce sont ces Français qui sont nés ici mais qui n'ont pas encore eu la nationalité française, ou ces Français qui sont immigrés depuis plusieurs années et au bout de quelques années veulent être Français. Ils sont nombreux. Et vous pensez que c'est une communauté qui peut peser désormais dans l'échiquier politique en France? Alors, la communauté, elle pèse, mais elle n'est pas structurée. Et ça ne sert à rien d'être un grand nombre si on n'est pas structuré. Mieux vaut un petit nombre organisé qu'un grand nombre, voilà. C'est l'armée mexicaine, comme on dit en France. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à avoir un combat unificateur sur un point. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui de ce combat. Je veux que le combat contre les idées de l'extrême droite soit un combat unificateur pour les Africains. Je veux qu'on fasse des propositions claires. On a regardé, je vais vous donner un exemple. Le président de la République en France, Macron, a rencontré la jeunesse africaine. Je ne parle pas de la jeunesse franco-africaine, c'est la jeunesse africaine. Depuis, on attend le compte-rendu. Quelle action a été... Qu'est-ce qui a été mis en place? Quelle est l'évolution? D'abord, le compte-rendu. On nous dit le compte-rendu. Voilà. Même ça, on l'a pas. Donc, ça a été une grande messe pour ne rien faire. Nous, qui sommes français, comment vous vivez ça? Ça veut dire que ça a été... Quand j'appelle grand-messe, c'est en fait le mot, c'est une tromperie, quoi. Ça veut dire que quand il y a un problème, au lieu de trouver une solution, on réunit tout le monde, on fait du grand bruit et puis la montagne accouche d'une souris. C'était ça l'idée. Pour dire que voilà, on a parlé avec les Africains. Par contre, je parle aux Africains. Moi, j'ai deux discours. J'ai un discours pour ceux qui sont français d'origine africaine et ceux qui sont africains. Pour moi, ce n'est pas pareil. Nous revendiquons notre francité. Nous sommes français. Nous le revendiquons. C'est normal. Dans la vie, on voyage, on arrive, on s'installe dans les uns. Il y a des franco-américains qui sont installés là-bas, ils sont américains. Il y a des gens qui sont français. Voilà, nous le revendiquons. Ça ne nous enlève rien de notre part africaine. Ce que je veux que ce soit clair, quand on parle des franco-africains, on ne nous oriente pas vers l'Afrique. Souvent, c'est ça, c'est une façon de nous rejeter. Chaque fois qu'on veut parler, on dit « Ah, c'est l'Africain qui parle ». Non, c'est quelqu'un qui vit en France qui vote. Et donc, ce que je demande aux Français d'origine africaine, de peser par leur vote. Ils n'ont pas demandé la nationalité française pour ne pas utiliser le droit de vote. Donc, ce printemps, je leur demande de peser d'abord. De peser par le vote. Ce n'est pas de peser par le nombre d'Africains, de peser par le vote.
On voit, parce qu'on sait toujours qui vote. Même si en France, il n'y a pas de statistiques ethniques comme aux États-Unis pour savoir quelle est la couleur de la peau de celui qui vote, mais quand même, on peut arriver à savoir. Lorsque vous dites il faut peser à part le vote, est-ce pour autant vous avez déjà une idée sur un candidat donné que vous voudrez conseiller aux autres, ou c'est aussi une façon de dire aux autres allez tout de même voter et vous êtes libre dans vos choix, mais allez-y voter? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut lire les programmes et voir votre intérêt, notre intérêt en tant qu'Africains. Ça veut dire que souvent les gens ne lisent pas les programmes, votent ou ne votent pas, il y a beaucoup d'abstention. Et je demande la première chose aux Africains, aux Franco-Africains, de ne pas s'abstenir. Parce que pour qu'ils aient un poids électoral, il ne faut pas qu'ils s'abstiennent. La première des choses. La moitié du chemin. Deuxième chose, choisir pendant qu'ils votent qui sont avec les intérêts de notre communauté de Franco-Africains. En tout cas, il faut voter contre tout ce qui propose la déchéance de la nationalité, tout ce qui demande l'assimilation au lieu de l'intégration, tout ce qui, par leur position, amènera à ce qu'en France, il y ait une scission entre les Français de souche, comme on dit, et les Français d'ailleurs, parce que c'est ça le discours, c'est gagner les élections en se disant, nous sommes avec les Français de souche. Et les autres, il faut voter contre. Non. Et la dernière chose, c'est que s'ils viennent au pouvoir, qu'ils ne nous imposent pas une doctrine policière qui vise à attaquer les gens à cause de leur couleur de peau, à cause de leur origine ou à cause de leur lieu de naissance ou de lieu d'habitation. Je parle là qu'il n'y ait pas une ségrégation. Parce que ce n'est pas la police qui est mauvaise. La police, elle fait son travail. C'est la doctrine politique qui est sous-jacente qui fait qu'il y ait des bavures. Les policiers respectent les ordres de la République. Alors, si on leur demande, je me souviens à un certain moment, il y avait Sarkozy un jour qui allait dire aux policiers, non, vous n'êtes pas des assistants sociaux. C'est Sarkozy qui disait ça. Donc, il imposait une doctrine de violence, une doctrine de ségrégation, une doctrine où on cible certaines populations. Donc, si on laisse faire ces politiques, si ces politiques arrivent au pouvoir, il va y avoir un changement de doctrine de l'intervention policière dans les quartiers. Et nous serons les premiers à subir parce que ces quartiers-là, c'est nous qui y vivons. Parce que pourquoi je vous le dis? Parce que il y a un historien célèbre qui a lutté contre le nazisme, qui a recherché partout dans le monde les nazis qui avaient fui l'Allemagne, qui s'appelle Serge Kahlenfeld. Il est bien connu. C'est lui qui a dit dans une émission, vous pouvez retrouver l'émission, il dit que la situation des musulmans, il disait musulmans, mais en général, en France, avec le discours de Zemmour, est pareil à la situation des Juifs durant la période de 1930 à 1945. Donc, il a fait un parallèle de cette situation. Donc, ce qui veut dire que pour lui qui a poursuivi, qui connaît bien le nazisme en tant qu'historien, c'est un historien, s'il compare notre situation dans le discours à la situation de l'Allemagne des années 30, c'est qu'il y a un problème. Sauf qu'il a dit, il a fait une pétition et personne n'en parle. Donc, retrouvez la pétition de Karl et Serge Kahlenfeld, qui sont avocats, historiens, qui sont luttés contre le nazisme. Retrouvez l'émission, ou bien tapez leur nom, vous verrez que le combat qu'ils sont en train de mener. Et nous, on parle de nous, on n'est pas concernés. Actuellement, quand on parle avec les Africains, moi je suis à Paris, quand je parle avec eux, ils sont focalisés sur les étudiants africains d'Ukraine et on manifeste à la place de la République, on manifeste. Non, il faut dire aux présidents africains de prendre leurs responsabilités. Ils n'ont pas acheté des avions pour seulement voyager. Ces avions aussi servent à aller chercher nos compatriotes qui sont emprisonnés, qui sont en situation de, je ne dirais pas le mot prison, mais qui sont retenus en Ukraine. Difficile, bien entendu. Et une situation difficile. Voilà. Alors, monsieur Salou Diallo,
Est-ce que vous avez été surpris, ou sinon vous êtes surpris du recul de certains radicaux, j'allais dire, de certains candidats de l'extrême droite, le cas par exemple de Zemmour qui venait de prendre d'ailleurs un œuf sur la crâne, depuis la situation de l'Ukraine, où finalement tout le monde s'accorde à dire qu'il faut réserver un accueil chaleureux à ces réfugiés ukrainiens. Quelle analyse portez-vous à ce revirement? Bien sûr, parce que c'est une erreur politique. Cette erreur politique, ça veut dire que les Ukrainiens sont des Européens. Et Éric Zemmour n'a pas compris que son discours contre les Africains pouvait passer. Mais quand ce discours s'adresse aux Ukrainiens, ça ne passe plus. Parce que l'Ukraine, ce sont des Européens. C'est une même base ethnique et civilisationnelle. Un Français, un Ukrainien, c'est la même base ethnique et civilisationnelle. Et donc, il y a un certain lien. Et Éric Zemmour n'a pas compris ce lien. J'admets bien, moi, je veux je l'admets, moi, ma position est claire. Il vaut mieux aider les Ukrainiens qu'aider ceux qui ne sont pas européens. En priorité, les Ukrainiens. C'est comme ça, il y a des sphères comme ça. Moi, je suis d'origine sénégalaise. Si j'entends qu'un Malien, un Sénégalais ou autre est en difficulté, j'aurais tendance à aller lire. Mais ce que n'a pas compris Zemmour, c'est qu'il fallait faire la différence entre ses propos contre un Africain, contre un Syrien, contre un Kurde ou contre un Afghan, avec le peuple ukrainien. Le peuple ukrainien est européen et a la même base culturelle. Et les judéo-chrétiennes, il y a des liens historiques, il y a des Français d'origine de ces pays-là. Et donc, cette erreur a fait qu'il a commencé à baisser dans les sondages. Et donc, observons le peuple français, la solidarité que le peuple français a apportée aux Ukrainiens. Et nous, les Africains, nous devons être solidaires avec le peuple africain. En tout cas, nous, les Franco-Africains qui sont ici. Et donc, moi, je suis solidaire avec les Africains francophones de la diaspora. Je trouve qu'en France, tous les Africains de la diaspora francophone devaient avoir un traitement privilégié quand ils viennent en France. Nous parlons en français en Afrique. Le français vit grâce à l'Afrique. Et comment se fait-il qu'on refuse des visas à des étudiants africains qui soient d'origine du Sénégal ou du Cameroun et on fait passer d'autres pays. Les pays francophones devraient être prioritaires pour venir en France. Voilà, c'est clair. C'est une question de solidarité que j'ai avec les francophones et je préfère ceux-là que d'autres. Et donc, ce changement de discours, par exemple, de Zemmour, puisque c'est de lui que nous parlons, oui, vous a aussi fait penser que c'est finalement beaucoup plus son caractère raciste ou xénophobe contre les Africains qu'il essaie de maquiller, qui tente de maquiller derrière le terme immigration, puisque là, il vient de changer un peu le discours. En fait, c'est vrai, ça veut dire que l'immigration a bon dos, mais c'était pour mettre en place des politiques racistes et xénophobes et installer de la discrimination dans les décisions de l'État. C'était ça le but. Le but, c'est ça en fait. Mais on ne peut pas le dire directement parce que le racisme est puni par la loi, les discriminations sont punies par la loi, donc on ne peut pas poser politiquement ces questions-là. C'est de parler de grand remplacement, c'est de dire que c'est les immigrés. Et là, on s'est rendu compte qu'avec le problème de l'Ukraine, c'était faux. Ce n'était pas la question. C'était les immigrés qui étaient noirs, qui étaient venant d'Afrique. C'est eux qu'on visait. Et là, en fait, quand on est européen, quand on est blanc, même si on ne fait pas partie de l'Union européenne, la question de l'immigration ne se pose pas. On veut les accueillir à bras ouverts. S'il y avait eu, depuis le début de son mandat, la question de l'accueil des Ukrainiens, il aurait changé de discours, mais il aurait trouvé un autre argument. Il aurait trouvé que, je ne sais pas moi, que le réchauffement climatique, accueillir les gens réfugiés climatiques, c'est beaucoup plus dangereux. Il aurait toujours trouvé l'argument pour nous exclure. Hein? Celui qui veut tuer son chien l'accuse de rage. C'est un peu ça, quoi. Celui qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Nous, ça a été ça. Et malheureusement, pendant sa campagne, il a eu la question ukrainienne qui a fait baisser ses voix. Mais ça reste toujours. Et ce qui est grave,
ce que les gens ne comprennent pas. Certains me disent, oui, mais c'est pas grave, Zemmour, Le Pen n'ont aucune chance d'accéder au pouvoir. Mais ils oublient que ces idées-là vont être récupérées par le pouvoir en place qui va revenir. Ça veut dire que si 40% des Français arrivent à avoir des idées d'extrême droite, celui qui gouvernera après, même s'il n'est pas de l'extrême droite, prendra en compte le discours de l'extrême droite. Donc, on ne soit pas étonné que celui qui vient au pouvoir, si nous, on ne montre pas le poids politique que nous représentons, si on ne montre pas qu'on se manifeste, on va voir, par exemple, première chose, c'est que ceux qui attendent la régularisation de leurs papiers, on va voir des longues listes au niveau des préfectures et on va délivrer les cartes de séjour à compte-gouttes. À compte-gouttes, actuellement, on fait toute une nuit la queue pour être reçu. Et ça, c'est les conséquences d'une politique contre l'immigration. Bien que la France ait besoin de l'immigré, la France en a besoin, parce que ce n'est pas avec 65 millions qu'on sera un grand pays. Il faut que dans les prochaines années, on vise, en fait, dans ce monde, pour peser, il faut faire 100 millions d'habitants au moins. Tous les démographes le diront. Et on ne peut avoir autant qu'en attirant des immigrés. L'Allemagne a attiré 1 million de Syriens. L'Allemagne a intégré 1 million de Syriens. Et nous ne sommes pas capables d'intégrer même pas 500 000. Et des immigrés qui sont francophones, qui parlent français, qui ont fait des études dans les grandes universités et qui réintègrent le système, on n'est pas capable de les accueillir. Donc voilà, les conséquences, moi je le vois, tous les jours je vois, c'est ce que je fais depuis des années, hein. J'aide des gens qui ont des problèmes pour remplir les dossiers de demande de titre de séjour. Je connais les problèmes parce que je l'ai vécu dans ma ville, des gens qui, à cause d'un renouvellement du titre de séjour, perdent leur emploi, perdent les allocations familiales, perdent beaucoup de choses. Voilà ce qui va se passer comme conséquence. C'est le premier niveau. Ensuite, les difficultés pour les enfants qui sont nés ici, qui se sentent français, et on leur dira, bon, la nationalité française, ce n'est plus le droit du sol, n'est plus dans la loi. Éric Ciotti l'a dit. Éric Ciotti a dit que s'il était Premier ministre, s'il était ministre de l'Intérieur, il allait abroger la loi sur droit de sol. Le droit de sol. Quelles conséquences pour tous ces enfants qui sont nés ici? Ça veut dire que c'est comme une épée de Damoclès sur leur tête. À la moindre bavure, moindre problème, ils risquent de ne plus avoir la nationalité. Pour certains, ils n'ont même pas la nationalité du pays d'origine. Être dans un système de vide juridique pour ces jeunes-là. Donc, moi, je prévois sur les conséquences de ce qui risque d'arriver si nous ne faisons pas politiquement. Tout ça risque de nous arriver et c'est là maintenant pendant la période électorale. Et le problème des communautés et des citoyens, c'est que le temps des citoyens n'est pas le même temps des politiques. Les citoyens réagissent quand ils subissent les conséquences et les politiques anticipent ce qui va arriver. Et donc, moi, je parle de ce qui va arriver. Ce que vous voyez aujourd'hui arriver aux étudiants noirs en Ukraine, nous, on risque d'avoir pire. C'est ça que je veux dire à ma communauté. Vous avez réagi pour ce qui se passe en Ukraine, réagissez pour vous-même, pour ce qui va vous arriver dans les années à venir. Alors donc, le vrai message que doit retenir la communauté africaine, comme vous dites, c'est quoi exactement? Nous sommes aussi à la fin de notre émission. Est-ce que c'est de leur dire de se faire tout de même violence pour un jour, se lever, aller voter, que de rester à la maison? Question de peser. La première chose, c'est de peser. Qu'on voit que la communauté africaine pèse dans les urnes. Pas démographiquement, qu'elle pèse dans les urnes. Qu'on n'a pas l'intention de dire, chaque fois qu'on voit un Africain, on lui dit, ah, c'est un Africain, c'est un immigré, il n'a pas de carte de séjour, il n'a qu'une carte de séjour. C'est faux. J'essaie pour ma vie. Voilà. Donc, il faut qu'il fasse la différence. Peser en ayant voté. Et surtout en période d'abstention électorale. C'est là qu'il faut qu'il se manifeste plus que les autres. On est obligé de se manifester. Et deuxième chose, choisir
écouter et lire les programmes. Et dernière chose, qu'ils nous écoutent s'ils veulent bien. On est là, on veut parler pour eux. S'ils veulent bien nous écouter, on est à leur disposition. Bien voilà, c'est donc la fin de cette émission. Merci Monsieur Saliou Diallo d'avoir été avec nous. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes un ancien maire d'Evry, la Cour-Couronne. Vous y êtes resté 13 ans maire. Vous étiez adjoint au maire de Monsieur Manuel Valls. Et aujourd'hui, vous êtes en pleine campagne contre les violences verbales prêchées par certains candidats de l'extrême droite française. C'est moi qui vous remercie. Merci de votre présence et merci de diffuser le message pour notre diaspora parce qu'on a besoin de vous. Au niveau de la communication, on n'est pas visible et c'est grâce à vous qu'on peut être visible et c'est très, très important. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis, likés, partagés et pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois, abonnez-vous. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, portez-vous très bien. Merci.